Bonjour à tous ceux qui suivent cet embryon de Web TV. Je vais passer la parole rapidement à Sylvain Ferreira. Nous avions prévu de parler de son livre, mais compte tenu de l'actualité importante, qui continue d'ailleurs, et de la nécessité de certaines clarifications concernant ce qui se passe sur le terrain en Ukraine, euh, nous avons consacré la vidéo d'aujourd'hui à le point de la situation. Alors, comme c'est devenu l'habitude maintenant, je commence par un petit message pour en appeler à votre mobilisation. Hein, à propos de cette petite cagnotte Tipeee que j'ai constituée, qui devrait nous permettre d'améliorer significativement la qualité technique de nos vidéos. Bien évidemment, l'obtention de l'installation de la fibre qui est imminente permettra de passer à un vrai montage, c'est-à-dire que je pourrais envoyer ça à des gens dont c'est la pratique, etc., hein, pour pouvoir insérer des cartes, des vidéos, etc. Bon, pour ça, naturellement, il y a besoin d'un petit peu de matériel. Alors, je répète que toutes les contributions ne seront consacrées qu'à l'amélioration de cette web TV et de la qualité de ces vidéos. Voilà, ça c'était la première observation. La deuxième, c'était de dire merci à tous ceux qui se sont déjà mobilisés. C'est très important de voir qu'on est écouté, de voir que les gens pensent que c'est nécessaire et utile pour eux. Hein, on a des échanges, j'essaie de répondre à peu près à tout le monde, c'est pas toujours facile, ça prend du temps, hein, mais ça me permet de mesurer la qualité du soutien. Et ça, croyez-moi, dans cette période difficile, hein, de déferlement de propagande où le travail de réinformation n'est pas simple, eh bien, ça fait chaud au cœur. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, à très bientôt de toute façon. Hein. Je ferai des informations hein, quand ce sera suffisamment significatif sur cet aspect des choses. Et maintenant, je passe la parole à notre ami Sylvain Ferreira. À bientôt. Bonjour, nous voici de retour dans notre web TV pour aujourd'hui à nouveau interroger notre ami Sylvain Ferreira, alors dont je rappelle deux choses. D'abord que l'histoire militaire est sa spécialité et qu'au cœur de cette spécialité, il a une sous-spécialité qui est celle de l'art opératif mis au point, théorisé par les soviétiques, mais qui avait commencé dans la pratique à être mis en œuvre au 19e siècle. Et puis, la deuxième chose que j'entends rappeler, c'est qu'il sort, je crois, aujourd'hui ou demain, dans sa version papier, son livre, le premier livre sur les opérations militaires de la guerre en Ukraine, la bataille de Mariupol, hein, dont effectivement je recommande la lecture. Bon, alors, Sylvain, si on regarde les médias français, après nous avoir annoncé l'effondrement de l'économie russe, hein, c'était Bruno Le Maire qui nous avait dit ça, maintenant on nous annonce partout l'effondrement de l'armée russe. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de cette affirmation? Bah, elle est comme la première, elle est très fantaisiste, elle a un peu plus d'assises, on peut dire, que celle de Bruno Le Maire qui nous promettait de faire quelque chose qui n'a pas eu lieu. On peut effectivement considérer que là, l'armée russe, ayant été contrainte d'opérer plusieurs opérations de recul successifs, puisse être vue par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose comme étant en difficulté et donc effectivement d'aller jusqu'au bout en disant ah bah oui, alors si elle recule elle va s'effondrer, puis si elle va s'effondrer c'est carrément tout le système politique de la Russie et son chef Vladimir Poutine qui vont s'effondrer. Enfin bref, c'est bientôt terminé si on en croit de telles affirmations absolument fantaisistes et irrationnelles de la part des journalistes français, qui d'ailleurs sont parmi les seuls à tenir ce discours-là dans le monde occidental. Hein. Il faut là encore insister sur cet aspect. Donc aujourd'hui,
La situation est compliquée, hein, la situation a subi une modification importante tout au long du mois de septembre sur le plan militaire, avec donc un aspect qui était inattendu, hein, c'est-à-dire que les Russes décident de reculer. Alors moi, ce que je tiens à rappeler par rapport à cette agitation médiatique très franco-française, on a complètement perdu de vue là où on en était à la fin du mois d'août, hein, c'est-à-dire que personne ne se rend compte de l'état de la situation à ce moment-là sur le front ukrainien. On a effectivement l'idée qu'une contre-offensive pourrait avoir lieu du côté ukrainien, mais on l'attend avec tellement de mois de retard qu'on n'y croit plus. Et puis de l'autre côté, on se pose la question de savoir que font les Russes au bout de 2 mois d'inaction de grande envergure, hein. C'est-à-dire que pendant tout l'été, juillet-août, les Russes n'ont rien fait d'extraordinaire. Après la chute de Lysychansk et Severodonetsk, on a vu un grignotage dans le Donbass et puis rien d'autre. Donc on s'imaginait que les Russes étaient en situation de réorganisation, en situation de remise à niveau de leurs effectifs, et puis que c'était à eux de porter les stockades, hein. Alors on ne savait pas dans quel lieu précisément. On avait parlé un temps de Kharkov, on avait parlé un autre temps de Nikolaïev. Finalement, tout ça n'a rien donné. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette phase d'été, cette phase d'attente, vraisemblablement, les Russes avaient d'ores et déjà compris qu'ils allaient devoir changer de dimension de l'opération militaire spéciale. Hein, simplement par rapport au caractère assez méthodique et assez résilient de l'état-major russe dans ses habitudes, on n'a pas eu une action brusquée. On peut bien sûr imaginer qu'il y a eu des tractations avec des contradictions très fortes, hein, qu'on avait déjà senties un peu avant et qu'on ressent encore aujourd'hui entre les partisans d'une solution très radicale, très extrême à l'égard de l'Ukraine, et puis ceux qui voulaient rester éventuellement sur un format plus restreint, plus proche donc de l'opération spéciale que de la guerre à 100%. Et il semblerait que ces débats n'étaient pas clos quand les Ukrainiens ont lancé, avec l'aide de leurs amis de l'OTAN, la série la grande contre-offensive multifront, hein, Kherson, Kharkov, Izium, et que les Russes ont, semble-t-il, sur cet aspect-là, manqué de réactivité. Maintenant, une fois encore, on en avait parlé il y a maintenant un peu plus de 15 jours, l'armée russe a reculé ses forces, elle a raccourci son front, hein, elle a du coup compris qu'il fallait cette fois-ci ne plus tergiverser sur les délais, mais se mettre dans un autre format, hein, qui bientôt prendra, je pense, le nom de guerre ouverte, hein, ou d'opération contre-terroriste à grande échelle, puisque ça a aussi été posé sur la table par les législateurs en Russie. Et donc, on a, pendant ce temps-là, eu l'impression que l'armée russe était au bord de l'effondrement, que c'était terminé, que les Ukrainiens étaient irrésistibles. Or, on sait très bien que c'est pas comme ça que ça s'est agencé, on l'a dit la dernière fois. Sur Kherson, jusqu'à la semaine dernière, il y avait quasiment aucun gain de terrain et des pertes très importantes. Et dans le secteur de Kharkov, on a bien expliqué que l'armée russe s'était complètement repliée en ordre et qu'elle s'était d'abord repliée sur l'Oskol et ensuite sur les frontières entre l'oblast de Kharkov et celui de Lugansk. Et qu'aujourd'hui, les combats sont concentrés maintenant autour de ce secteur. Mais à aucun moment dans les deux cas, on a vu des cohortes de prisonniers, on a vu des cohortes de matériel capturé. On en a eu quelques-uns, mais très peu par rapport, une fois encore, à la propagande à laquelle on a dû faire face ici en France, hein, qui nous a parlé de 1 millier de prisonniers, de je ne sais pas combien de centaines de véhicules capturés. Et une fois encore, je le rappelle, les soldats ukrainiens, et c'est tout à fait légitime et normal de leur part, au mois de mars se filmaient à chaque fois qu'ils cassaient un char russe. Hein, et là, on n'a pas vu, et donc peut publier ces vidéos sur les réseaux sociaux. Là, au cours de cette offensive spectaculaire dans le secteur d'Izium, Kharkov, on n'a pas vu de vidéos nous montrant des cohortes de véhicules abandonnés, capturés, détruits, et encore moins des prisonniers. On a vu des mercenaires étrangers se photographier, se filmer devant l'entrée des villes les plus importantes, mais on n'a pas vu tout le reste qui aurait été là le symbole d'une vraie défaite de l'armée russe. Hein, elle s'est repliée, elle a raccourci son front.
le temps que maintenant la mobilisation partielle fasse son effet. Et on peut, nous, ici en Occident, être surpris de cette manière de procéder, mais les Russes font preuve d'une force d'âme que nous ne connaissons pas vraiment, dont nous n'arrivons pas à décerner les contours. Hein. Ils ont une résilience au mal qui est absolument phénoménale. Hein. La Grande Guerre patriotique l'a prouvé et les années précédentes l'avaient également prouvé. Ce n'est pas un peuple qui va s'abattre comme ça, comme disait Napoléon Ier, hein, un soldat russe, pour le tuer, il faut le tuer 2 fois. Une première fois pour qu'il n'ait plus de fonction vitale et une seconde fois pour le pousser par terre. Hein, donc voilà à peu près à qui on a affaire. Donc les Ukrainiens poursuivent leurs opérations de haute intensité, mais eux, par contre, on est maintenant à grand renfort d'image certain que ça leur coûte malheureusement pour eux très cher en termes de soldats. Hein. C'est-à-dire que là, on parle de pertes quotidiennes qui oscillent sur l'ensemble du front entre 300 et des fois jusqu'à 800 morts jour, sans compter bien sûr les pertes matérielles. Et là, aujourd'hui, on est, je pense, dans une course contre la montre entre les deux camps, entre les Ukrainiens qui essayent de gagner le plus de terrain possible avant la Raskutitsa et les Russes qui essayent de les freiner le plus possible jusqu'à la montée en ligne de leurs réserves. Alors, je voudrais faire une observation là à propos des Russes, justement. Je crois que c'est Douglas MacGregor, dont j'ai effectivement recommandé la lecture, qui dit s'ils ne sont pas méthodiques et déterminés, les Russes ne sont pas des Russes. J'ai trouvé que la phrase était assez étonnante. Effectivement, alors, et je rappelle que dans cet article que je cite, il disait tenir le terrain et perdre la guerre. Hein. Lui, donc, il considérait que les gains, les gains territoriaux, effectivement, étaient une erreur stratégique de la part des Ukrainiens. Alors, justement, à ce propos, lorsqu'on regarde les cartes, alors parce qu'il y a de l'auto-intoxication, hein, en Occident et en France en particulier, on veut se convaincre hein, que tout va bien. Ce serait tellement pratique hein, si les Russes s'effondraient. On réfléchit pas beaucoup parce qu'il s'agit d'un pays qui doit faire 60 millions d'habitants, mais qui est déjà en grande partie coupé en deux. Une partie de sa population n'y est plus. Il y a ceux qui sont partis hein, contre un pays qui a une industrie qui de militaire extrêmement importante, 160 millions d'habitants. Enfin, je veux dire, c'est pas à l'échelle. Hein. Déjà, imaginez qu'un tel déséquilibre des forces puisse déboucher sur un effondrement. Ce n'est pas une défaite, un effondrement n'est pas très très sérieux. Mais ce que je constate, c'est que lorsqu'on regarde les cartes, parce que nous on est sensible à ce qu'on entend, lorsqu'on regarde les cartes, on s'aperçoit que les territoires en jeu sont très peu importants. C'est-à-dire que par rapport à ce qui a été conquis et maîtrisé par les Russes et qui aujourd'hui, juridiquement, pour eux, et le territoire de la fédération, ça porte quand même sur des marges, quoi. Donc, quel intérêt de mener des combats aussi coûteux sur le plan humain et matériel pour des gains aussi faibles? C'est purement d'abord de la politique interne, c'est-à-dire que pour le moral du peuple ukrainien, comme tu le rappelais, les moyens de l'Ukraine au départ sont limités en comparaison des moyens de la Russie. Hein. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est très drôle, hein, je me permets cette petite aparté par rapport aux forces mobilisables. Hein. On nous disait cet été qu'on avait été de mauvais analystes quand on rejetait l'idée de la mobilisation annoncée par Kiev d'1 million de réservistes. Hein. On se disait c'est des chiffres qui paraissent quand même très optimistes. Hein. Alors évidemment, ils n'en sont pas arrivés là. Ils ont réussi un bel effort. Hein. On l'a reconnu la dernière fois, mais ils ne sont pas arrivés là. Aujourd'hui, on nous rit au nez quand on annonce que les Russes, eux, peuvent mobiliser jusqu'à 25 millions d'hommes, puisque c'est ce qui est pratiquement la réalité de ce qu'ils pourraient faire si c'était nécessaire. Voilà le rapport de force final. Donc, aujourd'hui, ces offensives pour les Ukrainiens, c'est d'abord pour eux-mêmes, politiquement, justifier d'abord cette mobilisation, parce qu'il a fallu aller chercher. N'oublions pas, la Russie vient de mobiliser partiellement des réservistes à hauteur de 300 000 hommes, d'accord? L'Ukraine en est à sa 7e vague de mobilisation de sa population. Hein, c'est-à-dire qu'on est comme l'était la France entre la fin 1915 et début 1916. Voilà. Donc c'est ça aussi qui parle du rapport de force entre les deux États et ses armées.
hein. Donc, pour parvenir à justifier un tel effort auprès d'une population civile, il faut des gains à la clé, c'est indéniable. Donc, on va avoir cette continuité. On a aussi ces nécessités opératives ou tactiques de se dire, bah, vaut mieux rectifier la ligne de front avant la Rasputitsa sur telle ou telle position, hein, pour pouvoir mieux asseoir la défense avant l'hiver, avoir conquis telle ou telle ville symbole. Hein. On a vu ce qui s'est passé autour de Liman, ça a été très important parce que là encore, c'était une ville devenue russe qui a été prise par l'armée ukrainienne. Donc pour le moral ukrainien, c'est très bon. Pour les forces ukrainiennes, c'est autre chose parce que tout ça se fait à un coût humain et matériel qui laisse augurer d'un hiver difficile quand en face, l'armée russe est en train de mobiliser et d'entraîner 300 000 de ses réservistes, hein, parce qu'il faut en finir avec le mot conscrit. Nous avons affaire à des personnels qui ont tous déjà passé un temps important sous les drapeaux de l'armée russe. Hein. On n'est pas avec des conscrits, on est avec des gens qui ont fait leur service national ou qui ont déjà participé à des opérations spéciales ailleurs, en Syrie, en Ossétie, etc. Et donc, ces gens-là, eux, vont être remis à niveau. Ils n'ont pas eu besoin d'un entraînement intégral. On pourra un jour, je l'espère, les historiens, comparer le temps qu'il leur a fallu aux vagues de mobilisation ukrainienne cet été pour être formés par rapport à la formation de réservistes qui, eux, étaient déjà préformés au sein de l'armée russe. Alors justement, là, je veux dire, beaucoup pensaient, s'inquiétaient, hein, pour beaucoup, j'ai même des militaires français de haut rang, d'un possible effondrement vers le mois de juin, juillet, août, un possible effondrement de l'armée ukrainienne. Bon, ce qui m'avait amené, moi personnellement, à penser que cette contre-offensive annoncée à grand son de trompe n'était pas envisageable. Or, là maintenant, et c'est ce qui expliquerait le changement de paradigme de la part des Russes, c'est-à-dire qu'on fait la guerre non plus contre l'Ukraine, mais contre l'OTAN. C'est-à-dire que l'armée ukrainienne, appelons-la comme ça, puisque c'est elle, aujourd'hui ne serait pas celle qui a mené la première phase, les premières phases, et aujourd'hui, du fait de l'implication de l'OTAN, serait effectivement complètement différente et avec des capacités manœuvrières qu'elle n'avait pas auparavant. Qu'est-ce que l'OTAN a apporté là, justement? Alors, l'OTAN, la première chose, c'est l'instruction, hein, d'abord, parce que ces réserves humaines qui ont été mobilisées vraiment en allant très loin dans les classes d'âge et dans les classes de mobilisables, d'abord, l'OTAN a apporté ce qu'il fallait pour les instruire, parce que ce n'est pas quelque chose qui pouvait se faire facilement, puisque le corps de bataille initial de l'armée ukrainienne a été énormément érodé par les premiers mois d'opération. Le nombre d'instructeurs potentiels, hein, une armée va retirer souvent pendant un conflit les sous-officiers, les officiers subalternes du front, pour les amener à l'instruction des nouvelles recrues, pour leur donner une instruction qui soit le plus en rapport possible avec le front. Donc là, il y a, je l'imagine, hein, quelques éléments ukrainiens qui ont été capables de le faire, mais vu les pertes encaissées et vu les nécessités qu'il y avait encore à l'époque de tenir, hein, je rappelle que c'était les Russes qui étaient à l'attaque dans la République populaire de Lugansk sur Seversk, Lysychansk, hein, les Ukrainiens ne les ont pas abandonnés sans combat. Donc là, le premier rôle de l'OTAN, c'était ça. Le second et parallèle, c'était l'armement. Et l'armement lourd, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit les soldats ukrainiens qui se battent toujours avec de l'armement individuel léger, type fusil mitrailleur d'origine soviétique. Mais pour tout le reste, y compris les missiles anti-chars, on en a assez parlé, tout ça, c'est bien évidemment un apport de l'OTAN qui est venu au secours des moyens ukrainiens. On voit par exemple dans le domaine de l'artillerie, hein, les fameux lance-roquettes multiples, euh, quasiment l'intégralité du parc de lance-roquettes multiples ukrainiens hérités de l'époque soviétique a été anéanti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des lance-roquettes multiples ukrainiens sont d'origine américaine avec les fameux HIMARS. Il reste quelques grades peut-être par-ci par-là, quelques ouragans, mais le gros des forces dans ce domaine pour l'armée ukrainienne, c'est l'OTAN qui l'a fourni. Ensuite, on l'a dit pour la contre-offensive multifront. Et là, c'est le plus important parce que finalement, on voit bien que bon, on peut vous donner des armes, mais après, qu'est-ce qu'on en fait à grande échelle? Et là, il a fallu le renseignement, hein, technique de l'OTAN, hein, et voire même humain, puisqu'on nous dit aujourd'hui qu'il y a des commandos français qui seraient au sol pour aider au guidage et au repérage des reconnaissances satellitaires
sinon même, pourquoi pas, au guidage de certaines frappes d'artillerie. Hein, on le découvrira peut-être plus tard. Hein, il n'y aura pas que des Français, à mon avis, qui sont à la manœuvre. Donc voilà, tout ça, ce n'était pas à la portée de l'armée ukrainienne, hein, tout simplement. Même avant la guerre, elle avait des moyens extrêmement limités pour ça. Et les satellites de l'OTAN, les avions d'observation et de reconnaissance de l'OTAN, les systèmes de brouillage, hein, de guerre électronique dont dispose l'OTAN et d'écoute de ce que font les Russes, il n'y a que l'OTAN qui pouvait le fournir pour permettre d'avoir cette offensive multifront. Sans elle, l'armée ukrainienne serait effectivement une armée nombreuse, bien équipée sur le plan individuel, mais sans capacité de mener des opérations de cette nature. En plus, dernier point que l'OTAN a apporté, c'est les mercenaires étrangers en nombre. Alors bien évidemment, hein, on m'a dit surtout, faut pas dire l'OTAN. Oui, oui, c'est certainement pas l'OTAN qui officiellement les a amenés là, etc. Elle a simplement facilité leur passage, éventuellement leur instruction, et en plus, la majorité de ces mercenaires sont eux-mêmes issus d'armées de l'OTAN. Hein, ils ont fait un peu comme certains soldats russes en 2015 dans le Donbass. Ils ont démissionné de leur armée nationale pour aller renforcer les troupes ukrainiennes. Voilà. Alors, je voudrais, petite anecdote, enfin, c'est une question que je me pose, c'est que effectivement, tu as parlé des satellites qui sont très importants, hein, et donc les Russes prétendent qu'ils ont les moyens de les détruire, de les aveugler, de les faire taire. Je ne sais pas techniquement comment c'est possible, mais il semble que ce soit le cas. Alors, c'est probablement à manier avec précaution, parce que si tu m'abîmes mes satellites, diront les Occidentaux, je t'abîme les tiens. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est monsieur Elon Musk. Alors Elon Musk, il avait été extrêmement mobilisé, hein, et puis il a dit, voilà, je mets mes satellites parce qu'il a un réseau de satellites à lui, je les mets au service des Ukrainiens. Et puis là, récemment, il est venu dire, oui, mais il faudrait peut-être ramener la paix, il faut discuter, négocier, regarder. Puis c'est beaucoup engagé, il a dit, regardez le résultat des élections avant 2014 et tout, bon, la position des Russes, elle n'est pas si mauvaise et tout. Hein, et donc tout le monde s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Les Ukrainiens ont hurlé en le traitant de criminel, hein, mais on s'est dit, mais et si c'était pas, parce que c'est le business, hein, je pense que la morale de M. Musk, hein, et son empathie pour les Ukrainiens, ça doit être aussi important que sa première bicyclette électrique. Je pense qu'il s'est peut-être dit, business is business, faudrait pas qu'on abîme et qu'on démolisse mon réseau satellite. Je sais pas, hein, mais ça m'a fait rire quand j'ai vu l'hypothèse se promener. Alors, donc, mon cher Sylvain, ok, donc les Russes changent de paradigme, hein, c'est une nouvelle phase qui s'ouvre, et avec un grand tintamarre. Il ne faut pas oublier que bon, les référendums, des cérémonies très solennelles, des grands élans patriotiques pour dire ça fait partie de la Russie maintenant, etc. Et puis depuis, il ne se passe rien. Ou pas grand-chose, hein, ça continue sur les marges. Quelles sont les perspectives de ce changement de paradigme et qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors là, on est obligé de faire de la spéculation. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la tête des Russes? Alors, sur le plan politique, par rapport à ce qu'ils ont mis en scène sur cette annexion à la suite des référendums et incorporation dans la Fédération de Russie, bon, là, c'est vraiment de la politique interne et à l'égard, bien évidemment, de l'OTAN et de Washington, puisque le discours de Vladimir Poutine a pris pour cible, alors là, de manière, il n'y avait pas de débat possible, il n'y a pas d'exégèse à essayer de chercher. La cible, voilà, notre ennemi, c'est l'Occident et sa tête, la tête de l'hydre, hein, c'est Washington. Donc ça, c'est clair. Maintenant, en interne, on voit bien que, bon, pour le moment, depuis une semaine, enfin même pas une semaine, que tout a été légalement signé, ratifié. On n'a pas eu d'accélération des opérations militaires du côté russe. Hein, on n'a pas eu une reprise très importante de l'initiative. On remarque toutefois qu'il y a quand même pas mal de bombardements des zones arrières qui sont réalisés quasiment tous les jours, de nuit comme de jour, par les nouveaux drones d'origine iranienne. Hein, et ensuite, ils sont appuyés par quelques tirs de calibre, mais on n'a rien d'autre. Alors, par contre, en arrière-front, quand on se décale sur l'arrière-front, là, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que d'abord, on a des mouvements de matériel vers les fronts
des nouveaux territoires qui sont, semble-t-il, assez importants. Hein. On a découvert un outil qui nous permet d'avoir une petite vision de ce qui se passe quasiment d'heure en heure. C'est assez impressionnant de voir des trains entiers de chars, de pièces d'artillerie, etc., de véhicules blindés d'infanterie qui montent soit vers le front de Kherson-Zaporozhye, soit vers le front du Donbass. Hein. C'est assez impressionnant. Ensuite, on apprend que il y a environ 50 000 réservistes, hein, donc ceux qui ont été concernés par la mobilisation partielle, qui sont déjà dans des zones d'entraînement, soit à Zaporozhye, soit dans le secteur de Kherson. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très loin du front. Ça doit faciliter leur instruction par des éléments, comme je le disais tout à l'heure pour les Ukrainiens, qui viennent du front et qui leur donnent tout de suite les tuyaux nécessaires pour être à jour par rapport à ce que l'opération spéciale a apporté comme nouveauté dans la gestion des combats. Et puis ensuite, on a les perspectives qui se croisent hein, pour les 3 semaines à venir. Hein. Pour moi, je vois ça comme ça. Hein, et je précise que je n'ai pas de boule de cristal et que je n'ai pas investi un pari avec qui que ce soit sur ce que je suis en train de dire. Hein, j'essaye. Hein, j'ai vu des gens me dire la dernière fois que j'ai émis une pensée de cette nature que j'avais complètement tort d'envisager que les Russes menaçaient le flanc sud menaçait le flanc gauche pardon, des Ukrainiens dans le secteur de Kupiansk, et puis le MI6 m'a donné raison. Et ensuite, même les réseaux ukrainiens m'ont donné raison. Mais il y a des gens qui n'avaient rien trouvé de mieux que de se moquer de moi dans mon analyse. Bon, bref, passons. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a une course contre la montre de part et d'autre, comme je le disais pour les Ukrainiens, pour gagner le plus de terrain possible, en essayant, pourquoi pas, pendant les 3 semaines qui viennent, de peut-être limiter les pertes, mais ça me paraît difficilement réalisable. Peut-être réaliser enfin cette 3e grande opération offensive dans le secteur de Zaporozhye, parce que c'est toujours sur la table, semble-t-il, là encore. Et puis du côté russe, d'aller le plus vite possible, mais tout en respectant les obligations de formation et d'instruction, la montée en ligne de leurs réserves. En sachant que reste encore en doute une hypothèse, c'est qu'une partie des réservistes mobilisés ne soit pas engagés au combat, mais permettent de libérer des unités d'actifs d'autres secteurs qui sont à l'autre bout de la Russie, hein, des unités qui viendraient d'Extrême-Orient, ce genre de choses. Ça fait partie des hypothèses qui sont là encore sur la table. Au bout de ces 3 semaines, il va y avoir une courbe des effectifs qui va automatiquement se croiser et s'inverser, au cours de laquelle il va y avoir un moment d'équilibre, et puis ensuite un moment où les Russes vont repasser au-dessus des effectifs ukrainiens. Voilà. Aujourd'hui, on sait que l'OTAN ne veut pas aider l'Ukraine au sens militaire direct. Hein, la porte s'est refermée. C'est-à-dire que ça, on a oublié de nous en faire la publicité, nos propagandistes français. Là, non, Stoltenberg a dit non à l'Ukraine, mais c'est pas plus grave que ça. C'est le fait majeur en miroir de la cérémonie d'annexion des 4 territoires. Il ne faut pas l'oublier. Hein, on nous avait annoncé, Stoltenberg va faire une déclaration fracassante, etc. Et bien que le président Zelensky se soit mis en scène avec ses adjoints pour dire voilà, on a signé, on veut rentrer dans l'OTAN, la seule réponse de l'OTAN, c'est de dire non, c'est pas l'heure. Bon, très bien, ok. Alors on va continuer de vous armer, vous inquiétez pas, mais on ne va pas vous prendre dans l'alliance pour vous protéger. On reconnaît là déjà tous les traits de l'alliance avec les Américains depuis 1945. Hein, c'est la duplicité et parce que ça permettra de vous lâcher quand on n'aura plus, enfin quand on n'aura plus besoin de vous. Hein. Faut pas oublier ce que ça sous-entend. Et ça va même dans le sens qui est mon interprétation, c'est que l'armée ukrainienne devient une espèce d'armée sud-vietnamienne bis. Hein. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle constitue les gros bataillons, mais pour le reste, c'est un instrument aux mains des Américains et de l'OTAN. Donc, dans 3 semaines, il va y avoir ce croisement de courbes et les Russes vont repasser peu à peu au-dessus. Et tout le monde s'attend à ce qu'à partir du mois de décembre, fin novembre, début décembre, ils soient en mesure, à leur tour, de lancer une contre-offensive. Mais cette fois-ci, avec des moyens 3 fois supérieurs. Voilà. Justement, le problème qui peut se poser et sur lequel je m'interroge depuis longtemps, hein, je te rappelle que j'avais dit que ça devait être courant août, mais est-ce que les Russes ne font pas durer le plaisir? C'est-à-dire que et quand on écoute les discours de Poutine, on voit que revient souvent cette analyse selon laquelle l'Europe
et les États-Unis aussi, mais surtout l'Europe, surtout l'UE, sont extrêmement fragilisés par la crise économique, par la crise financière, et par conséquent, quand on voit ce qui s'est passé avec le sabotage des gazoducs, hein, dont, je veux dire, la moitié de l'Amérique considère et dit, hein, que quand je dis la moitié, ce qu'on montre les sondages, etc., que ce sont les États-Unis qui l'ont fait, ils ont coupé et brûlé tous les vaisseaux de l'Allemagne. L'Allemagne est dans une situation tragique. 40% de son énergie provient de Russie, c'est une dépendance très importante, hein, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, il va y avoir, et puis ça commence d'ailleurs, hein, on voit ce qui va arriver à l'Ist russe, on voit, à cause de la crise économique, hein, c'est pas du fait que ce soit une va-t-en-guerre terrible contre l'Ukraine, c'est parce que son pays est en train de s'enfoncer dans une crise majeure. Même Bruno Le Maire, le grand spécialiste des effondrements économiques, hein, il dit la Grande-Bretagne est au bord de l'effondrement. Ah bon, tiens. Alors vous me direz, c'est comme BHL, hein, la boussole qui indique le sud. Bon, je ne sais pas, mais est-ce que les Russes, par rapport à ça, et on va parler un petit peu du rapport de force mondial, géostratégique, avec l'événement considérable qui s'est produit hier. Je me suis permis sur les réseaux de dire que les choses importantes n'étaient pas les escarmouches. Alors bon, les escarmouches sur la ligne de front ukrainienne par rapport à tout ce qui se joue à l'échelle de la planète, c'est vrai que c'est pas grand-chose, hein, mais c'était ce qui s'est produit au sommet de l'OPEP. Ce qui s'est produit au sommet de l'OPEP, c'est que les Russes et les Saoudiens, l'allié indéfectible des États-Unis depuis 80 ans. Enfin, vous voyez, il faut être sérieux. Eh bien, les Saoudiens et les Russes se sont mis d'accord, hein, et ont décidé de diminuer drastiquement la production de pétrole. Alors, c'est assez amusant la façon dont ça s'est passé, parce qu'on peut le décrire comme ça. C'est un peu de la plaisanterie, mais c'est que effectivement, ils ont commencé à discuter, puis il est apparu avec l'ordre du jour de la réunion de l'OPEP, etc., que nous allions vers cette diminution. Les Américains se sont mis à hurler, etc. Et à ce moment-là, on leur a répondu, bon, eh ben, ce sera 1 million. Mais non, c'est pas possible, 2 millions. Donc, les Américains se sont arrêtés parce qu'on filait vers les 3 millions de barils jour pour le mois de novembre. Bon, ça, c'est un événement tout à fait considérable. Conséquence pour les probables et possible pour les États-Unis, c'est qu'il va falloir qu'ils tapent dans leur stock stratégique et ils n'aiment pas ça, hein. Et puis, deuxièmement, qu'ils interdisent l'exportation de pétrole, en particulier vers un des principaux clients qui est l'Europe. Ah, bravo. Donc, je veux dire, est-ce que les Russes, c'est le sens de ma question, je fais ce petit préliminaire, est-ce que les Russes ne sont pas en train de se dire, on n'est pas pressé, il va effectivement y avoir l'hiver, on va peut-être essayer de récupérer les limites administratives des territoires qu'on vient d'annexer, hein, mais pour autant, on n'ira pas plus loin, on va les laisser les autres se casser la figure tout seuls. Est-ce que ça pourrait être dans leur idée, ça? Alors, je pense que les Russes se doivent de faire une contre-offensive militaire d'envergure pour, au minimum, effectivement, récupérer une partie déjà de ce qui a été perdu, et notamment dans le secteur de Kherson, parce que ça peut être un problème de laisser les Ukrainiens là où ils sont sur la rive nord du Dniepr, pour éventuellement là aussi de l'autre côté du Dniepr, dans le secteur de Zaporozhye, reprendre tout l'oblast. Maintenant, est-ce qu'ils iront plus loin dans la phase hivernale? J'en doute. Je pense que le Donbass, malheureusement, pour les gens du Donbass, hein, qui subissent la guerre, rappelons-le, depuis 8 ans, la libération, la conquête, hein, en fonction de là où on se place, de l'oblast ne sera pas réalisée avant le printemps prochain. Mais par contre, il faut que les Russes, d'un point de vue militaire, obtiennent des succès politiquement significatifs, parce que là encore, en termes de territoire, ça ne va pas représenter des choses très vastes, hein, puisque les oblasts étaient contrôlés à 70, 78%, je crois, pour Zaporozhye, quasiment 90% pour Kherson, etc. Donc, c'est vraiment à l'égard de leur opinion publique, hein, parce que là, ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux,
c'est un exercice de démocratie directe hein, au niveau de Telegram. C'est-à-dire que la Russie n'est pas une dictature monolithique où personne n'a le droit à la contradiction, loin de là. Hein. On a vu des gens prendre à partie le pouvoir en disant mais qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Pourquoi nos troupes reculent-elles? Pourquoi abandonne-t-on des territoires comme Liman? Pourquoi la mobilisation seulement maintenant alors qu'on la réclame depuis le début de l'été au minimum, etc., etc. Donc, il faut répondre à cette partie-là de l'opinion publique en Russie et Daniel Arnaud nous a fait comprendre que si elle n'était pas majoritaire à 90%, elle devait au moins l'être entre 50 et 60%. Donc, il faut encore une fois se mettre à la place des Russes sur ce qu'ils ont à faire pour eux-mêmes avant de se demander ce qu'ils peuvent faire pour nous. Par contre, effectivement, sur le plan géostratégique, ils n'ont rien à faire de plus que ça. Hein, c'est pas la peine d'engager des contre-offensives délirantes pour le moment parce que nous sommes au bout. Hein, et nous sommes au bout avec un point qui rejoint la problématique de l'armée ukrainienne, c'est qu'on voit plein d'indicateurs en Occident, américains, britanniques. Hein, on a partagé l'article du RUSI sur les moyens industriels de l'armement européen et américain. Tout le monde tire la sonnette d'alarme sur les moyens de continuer à nourrir l'armée ukrainienne en matériel lourd. Hein. Là, il y a Jean-Dominique Merchet qui a fait une tribune pour dire comment continuer d'envoyer des Césars à l'armée ukrainienne sans déshabiller l'armée française. On en est à ces problématiques-là ici en Occident. Donc, les Ukrainiens, je les plains parce que s'ils font encore des offensives de grand style qui leur coûtent cher, ils vont probablement manquer de matériel parce que les Occidentaux n'auront plus rien à leur donner, ou pas assez en tout cas, pour résister à la montée en puissance de l'armée russe. Donc, sur le plan géostratégique, effectivement, les Russes ne sont pas pressés et n'ont pas besoin de faire quelque chose qui soit aussi spectaculaire que ce que les Ukrainiens viennent de faire. Alors, dans toutes les guerres, il est question de part et d'autre de ne pas perdre la face. Hein. C'est quelque chose, ça peut apparaître comme dérisoire, mais c'est souvent le cas. Et donc, là, actuellement, il y a une surenchère autour de la possibilité de basculer dans un conflit nucléaire. Personnellement et spontanément, je n'y crois pas trop parce que il faut être deux hein, pour partir dans cette direction-là. Et je pense que de part et d'autre, personne n'en a vraiment envie. Qu'est-ce qu'on peut penser des provocations de Zelensky qui a dit mais il faut frapper les premiers, il faut frapper d'abord pour leur montrer ce qui va leur arriver si jamais ils utilisaient des armes nucléaires tactiques en Ukraine. Je pense que les surenchères de Zelensky et celles de Biden, parce qu'il ne faut pas oublier que Biden en fait aussi de son côté, hein, et je vais commencer par le haut et je vais redescendre à Zelensky ensuite. Biden déjà, quelle hypocrisie. Hein, dire que la Russie menace de l'arme nucléaire le monde, quand on sait que ce sont les États-Unis qui viennent de modifier il y a 6 mois leur doctrine pour s'autoriser de tirer les premiers s'ils se sentaient menacés, on a envie de rire. Rire jaune, mais on a envie de rire. Hein. Ensuite, on vient nous dire « Ah, mais oui, mais vous comprenez ». Et donc, les mêmes, Biden et son équipe, viennent nous dire « Le pouvoir russe est tenu par des malades mentaux ». Alors, j'invite tous les gens de bonne volonté à faire une espèce de compilation eux-mêmes de toutes les vidéos de Joe Biden depuis le début de l'année civile sur son comportement personnel. Hein. Je veux, à un moment donné, il faut mettre les gens en face des choses. Hein. Je ne vais pas dire que Vladimir Poutine est la personne la plus saine ou ceci ou cela, je n'en sais rien. Je ne m'avancerai pas sur ces questions-là, et d'autant que la psychologisation de l'adversaire n'a aucun intérêt à mes yeux dans ces problèmes-là. Maintenant, par contre, celle de Joe Biden, on a affaire à quelqu'un qui est atteint de sénilité. C'est clair, ça se voit. Cette personne est capable de serrer des mains dans le vide, de se perdre, de tomber de vélo, comme nos propres parents ou nos propres grands-parents. De chercher, d'appeler sa mère, de demander où est sa mère qui est morte, ou une de ses amies aux obsèques desquelles il a participé. Encore la semaine dernière, voilà. Donc on a affaire à quelqu'un qui est ouvertement et médiatiquement touché par une démence sénile. Donc, qu'on vienne me dire tout ce qu'on veut sur Vladimir Poutine, mais qu'on ne vienne pas me raconter d'histoire. Les gens qui sont en face posent un énorme problème. Parce que qui est derrière Biden? Kamala Harris. Kamala Harris qui, la semaine dernière, vient dire à quelques mètres
de ce sanctuaire de la paix, qui est le 38e parallèle entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, hein, pour lequel tant d'hommes de part et d'autre sont morts il y a maintenant plus de 70 ans, qui vient dire, parce qu'elle ne sait rien de ce qu'elle dit, qu'il y a une grande alliance entre les États-Unis et la Corée, 3 points de suspension, du Nord. Ça a créé un scandale à Séoul et à Tokyo. Voilà les gens qui viennent dire Vladimir Poutine est fou, il pourrait déclencher l'apocalypse nucléaire. Alors, il faut redescendre, il faut redevenir sérieux. Vladimir Poutine a rappelé un élément très simple, la souveraineté des nouveaux territoires est garantie, comme le reste des territoires de la Fédération de Russie, par la dissuasion nucléaire. Point, à la ligne, terminé, et on passe au sujet suivant. C'est tout. Alors, bien sûr, puisque les autres sont aux abois, ils ont décorrélé cette déclaration de sa réalité pour nous en faire une espèce de provocation. Hein. C'est tout juste si on n'a pas vu des vidéos nous montrant Vladimir Poutine, une chaussure à la main au pupitre à l'ONU, comme un de ses prédécesseurs dans les années 60. Vous voyez tous à qui je fais référence. Voilà. Donc, faut raison garder. Hein. Il n'y aura pas d'apocalypse nucléaire demain matin à l'initiative de la Russie. Bon, eh bien, écoute, ce sont sur ces paroles pleines d'espoir, disons les choses comme elles sont, hein, que pour l'instant, hein, le chauffage cet hiver ne sera pas assuré par des bombes thermonucléaires, hein, et que par conséquent, nous pouvons stocker notre bois, tricoter nos cols roulés en attendant que winter is coming. Voilà, ben, écoutez, merci de cette attention et puis à très bientôt. À très bientôt.